Salut à tous et bienvenue sur Eric Studio Jeux de Plateau. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre partie de Vicomte avec ses extensions Gardien des Clés et Porte Dorée, que nous avions déjà bien entamé dans un épisode précédent. D'ailleurs, à propos de l'épisode précédent, je voulais souligner le fait que je m'étais aperçu que YouTube mettait pas mal de pubs en fait sur cette vidéo. Alors je ne me l'explique pas et je ne connais pas les raisons de la présence de ces pubs puisque ma chaîne pour le moment en tout cas n'est pas monétisée. Je ne sais pas si je vais la monétiser à terme ou pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas les critères d'éligibilité à la monétisation. Donc, je m'étonne d'autant plus. Alors, j'ai posé la question simplement à YouTube pour savoir le pourquoi du comment et puis quelle était la finalité et la raison de la présence d'autant de publicité dans un seul et même épisode, parce que j'ai vu qu'il y en avait vraiment pas mal, quoi. C'est pas habituel sur mes vidéos. Et donc, de toute façon, j'ai posé la question parce que j'aimerais savoir. Et puis, c'est pareil, enfin, dans la mesure où je ne vous avais pas annoncé la monétisation de la chaîne, je suis un petit peu embêté, en fait, de la présence, de l'omniprésence, comme ça, de petits flashs publicitaires au milieu de partie. Alors, ça va, ce sont des flashs assez courts, mais bon. Bref, en tout cas, j'aimerais avoir une réponse et puis pouvoir aussi vous l'apporter. Revenons à notre partie qui met Rudolf et ses ambitions pour la domination du vicomté face à une Mariam qui est une femme pleine de ressources, pleine de surprises, mais également pleine de ruses. Très bien, n'hésite pas à avoir recours à des méthodes relevant de la criminalité, on l'a vu. Alors bon, elle a quand même une réputation à la fois fascinante sûrement pour l'autorité centrale, pour le pouvoir et les habitants du château, mais également une réputation sulfureuse puisqu'elle a quand même du mal à envoyer ses courtisans dans le château. Elle doit être considérée comme une opportuniste et peut-être voire même une petite bourgeoise qui veut s'élever au rang de noblesse, d'aristocrate, mais qui se sert comme expédient de ses richesses foncières accumulées au gré des opportunités, ce qui ne semble pas plaire eh bien, au duc ou au roi qui occupe le château. On a vu qu'elle avait aussi commencé à bâtir et je me posais la question en fin de vidéo si elle pouvait construire au même titre que nous des bâtiments publics. La réponse c'est oui, à condition de déclencher une construction sur une zone où elle a déjà un bâtiment du même type que celui qu'elle voudrait construire. Voilà, bon, on y reviendra, mais en tout cas, elle peut le faire au même titre que nous. Alors j'avais en main dernièrement le bricoleur, le manœuvre et la princesse. J'ai beaucoup d'encriers puisque je voulais aller récupérer un manuscrit ici pour prendre des points de victoire et puis des capacités supplémentaires grâce à ce... alors, je ne sais plus comment s'appellent ces cartes, d'ailleurs, ça me fait penser. Je vais regarder tout de suite, parce que j'aime bien vous donner les bonnes... Ces cartes s'appellent... les cartes bonus clergé, voilà, tout simplement. Et ouais, j'aimerais bien aller chercher ça. J'aimerais bien aller aussi commencer à m'imposer dans les couloirs du château. Wolf est un garçon honnête, peut-être un peu trop honnête d'ailleurs, même si le contexte l'oblige à contracter pas mal de dettes, et donc de ce point de vue-là, à être un petit peu entaché de cette mauvaise habitude d'aller chercher de l'argent chez des usuriers. Mais c'est vraiment le seul, pour l'instant, le seul trait qui lui porte préjudice. Sinon c'est un honnête homme. Et je pense qu'il peut se faire une place intéressante dans le château, d'autant qu'il aime à cultiver la connaissance en allant chercher et en faisant transcrire des manuscrits dès qu'il le peut. Donc là, on a pas mal de possibilités, puisqu'on a le bricoleur qui nous permettrait à la fois d'envisager des actions de religion et de noblesse, la princesse qui nous permettrait d'avancer au niveau vertu et de limiter aussi l'impact de la corruption sur notre réputation. Donc, mon tour démarre, on doit
faire sortir une carte. Alors, c'est le compagnon qui nous quitte. Alors, pas définitivement, il sort simplement du plateau. Et il nous permet soit de recruter un villageois gratuitement et de gagner en vertu. Alors, c'est un peu bizarre parce que par rapport à notre position, on pourrait aller chercher l'arnaqueur. Sachant que je suis à proximité de ce manuscrit-là, manuscrit au noir de 6, qui me permet de gagner des points manuscrits. Donc, ouais, je pourrais faire un coup là. Je vais peut-être faire ça. Donc ça, c'est recruter gratuitement l'arnaqueur. Ah, mais en plus, non, je peux recruter n'importe où sur le tableau, je suis en train de penser. Ouais, je peux recruter, enfin cela dit, il y a 2 arnaqueurs. C'est vrai que je peux recruter n'importe où sur le plateau. Et oui, ça change. Ça change les choses. Ou alors, je vais chercher un fonctionnaire, un héros, ce qui est pas mal aussi, puisque là, j'ai le choix. J'ai Guntram qui me permet de gagner en... Il est fort, Guntram. Hein. Contre une dette, on peut retourner une propriété, un acte de propriété, enfin le confirmer, oui. Et contre un acte de propriété, on peut retourner une dette. Quand on... Ah oui, quand on récupère un acte de propriété... Ah oui, je vais prendre... Je vais récupérer un fonctionnaire. Je vais prendre Guntram, voilà, qui est un fonctionnaire ecclésiaste, un moine de type de l'ordre des Capucins, je crois. Et donc, qui permet d'avoir une action sur les titres, quels qu'ils soient, dette ou propriété. Donc ça m'intéresse pas mal, parce que quand on le défausse, on peut gagner des choses et rembourser des dettes. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc grâce à mon compagnon, je recrute Guntram. Bien sûr, quand je recrute, je remplace immédiatement par un nouveau héros. Et là, c'est Lothaire. Lothaire a un nom célèbre dans, bien sûr, le panthéon aristocratique des Francs. Donc intéressant, parce qu'il permet de gagner pas mal de ressources quand on le fait entrer sur son plateau. Ok, donc voilà pour l'action de notre ami compagnon. C'est vraiment un homme d'une grande valeur que ce compagnon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Donc, là, j'hésite entre le bricoleur et la princesse. Je pense, si je fais rentrer la princesse, je peux injecter comme action, après m'être déplacé, des courtisans dans le château. Ah oui, ça me paraît intéressant. Donc, je vais faire venir la princesse. Oui. Alors, attention quand même. Parce que de par la position de mon vicomte, si je fais venir la princesse ici, je ne vais pas pouvoir prendre ce manuscrit et donc Mariam risquerait d'y revenir avant moi. Donc ça m'embêterait. Donc à la limite, ce que je vais faire, ouais, je vais pas faire rentrer la princesse maintenant, je vais faire rentrer le bricoleur. Voilà, je suis un peu embêté dans mon choix. Donc si je fais rentrer le bricoleur, je récupère un manuscrit. Ce sera le 3e manuscrit noir dont je dispose, ce qui me permettrait de récupérer donc ce bonus clergé, donc 3 points de victoire et puis 1 point de clergé supplémentaire, ce qui est quand même significatif. Ou je fais rentrer la princesse, je gagne de la vertu et je fais une action de noblesse, mais je risque de paumer ce manuscrit. Donc non, je vais jouer, tant pis, je vais jouer mon bricoleur. De toute façon, il aura aussi de la valeur quand je vais faire une action de noblesse. Celui-ci me permet d'avancer de 2.
1, 2, mais ne me rapporte pas d'autres bonus dans l'instant, mais c'est pas grave. Donc je me suis déplacé. Ensuite, je peux tout à fait bannir un villageois. Là, je suis face à la canaille. La canaille me permettrait de défausser une carte de ma main. Ce que je vais faire. Donc, je vais payer une pièce pour défausser la canaille. Bénéficier de son icône. Donc ça, vu que je vais faire une action derrière, je vais en profiter. Et donc je peux défausser une carte de ma main ou de ma pioche. Je vais défausser le manœuvre. Voilà qui est fait. Comme je suis présent à proximité de l'abbaye qui peut transcrire les manuscrits que je souhaite acquérir, je vais faire cette action grâce au bricoleur. Donc j'ai un en... Oui. J'ai un en religion, j'ai également un en noblesse que je ne peux pas transcrire en religion, là. Dommage. Ça, c'est pas grave. Par contre, je peux utiliser le point de la canaille pour augmenter mon score en religion. Donc là, j'ai 2. Cette fois, je défausse la canaille. Et il faut que je complète pour atteindre une valeur de 6 en transcription. Donc 2 plus 4 encriers me permet en effet d'acquérir ce manuscrit. Donc ce manuscrit complète ma collection. J'ai cette fois 3 manuscrits au bandeau noir. On verra que celui-ci m'apporte des points en fin de partie pour les manuscrits noirs justement. Toujours est-il que le fait que j'ai 3 manuscrits noirs m'autorise à aller chercher ce bonus clergé, puisque je suis le premier à atteindre cet objectif public, qui va me rapporter 3 points de victoire en fin de partie, mais également un point de clergé supplémentaire. Comme j'ai banni la petite canaille, je révèle un avocat, un homme de loi du comté. Une fois notre action principale réalisée de transcription, on regarde si on a de la collision, ce n'est pas le cas. Donc il nous reste simplement à compléter notre main pour le prochain tour. Donc on récupère Charles, alors Charles qui est super intéressant, et la prêteuse sur gage. Donc ce qui est intéressant dans le cas présent, c'est que on a un espèce d'enchaînement là des cartes de noblesse qui vont nous permettre de littéralement envahir le château de nos courtisans. En plus, on a 5 lingots d'or, donc on va pouvoir réaliser pas mal d'actions intéressantes. Donc c'est la fin de notre tour. Et on va poursuivre avec l'action de Myriam. Alors celle-ci révèle une nouvelle carte, et là, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors elle cherche soit à faire une action de noblesse, soit de clergé. Elle gagne d'emblée 2 points de... Elle gagne 2 points de vertu d'emblée. Donc elle, au maximum, elle essaye de passer pour vertueuse, alors qu'on sait très bien qu'elle fait appel souvent à des criminels, toutefois. Elle se déplace de 1. Alors, elle est ici. Myriam. Voilà, donc elle arrive dans ce village, là, côtier. Et elle va justement essayer d'acquérir, enfin d'effectuer une action de transcription de manuscrit. Alors, elle est face à un manuscrit bleu d'une valeur de 3. Elle les a largement, 3, puisqu'elle a 1, 2, 3, plus un encrier qu'elle ne va même pas dépenser, et elle peut de cette façon acquérir ce manuscrit. Alors c'est son deuxième manuscrit bleu, ce qui lui fait un deuxième set.
Voilà, qui lui permet par ailleurs de recruter une nouvelle carte de programmation avancée. Qui vient ici. Une fois l'action principale terminée, on passe à la collision. Donc là, Mariam est au maximum de la vertu, donc elle gagne 3 titres de propriété. Elle a des legs, certainement, qui lui sont accordés de par cette réputation qu'elle a su se forger. Elle fait tomber dangereusement la pile des titres de propriété à une peau de chagrin. Il n'y en a plus que 3 ou 4. C'est ce qui commence à m'inquiéter. Bon, là, elle s'est pris 3 points en plus de 3 points de victoire. Si ses adversaires ont un criminel ou plus sur leur plateau, ils gagnent une dette. Heureusement, je n'ai pas de criminel, moi, sur mon plateau, donc je ne dois pas payer pour effacer les traces de mes méfaits, contrairement à toi, Mariam. La collision est terminée. Dans la mesure où elle a recruté ce tour-ci, elle gagne un point de vertu, j'ai oublié de lui mettre. Et elle n'a pas confirmé de titre de propriété, donc elle ne gagne pas de ressources supplémentaires. On passe à Rudolf qui trépigne d'impatience. Il remercie le négociant qui l'a accompagné dans ce début de partie. Mais cette fois, il veut jouer de son rang et faire appel à un de ses cousins, certainement. Charles, voilà, qui est de descendance Auguste, puisque bien il est le petit-fils de l'empereur Charlemagne. Et il compte bien, grâce à ce prestigieux allié, gagner les faveurs du pouvoir central. Alors là, pour le moment, il n'y a pas de bénéfice particulier à faire intervenir Charles, ça viendra après. On n'a pas de corruption qui progresse puisque aucun criminel n'est présent. Bon, là, vraiment, on n'a que des gens de sang clair, on va dire. Puisqu'on a fait intervenir Charles, nous pouvons nous déplacer de 3. On peut dire nous, hein, comme si nous étions liés directement à Dieu, comme ça se faisait à ce moment-là. Alors 3, que peux-tu faire avec 3, Rudolf? 1, 2, 3, pour déclencher une collision. Alors ça fait quoi, déclencher une collision déjà? Ça nous permet de réorganiser nos cartes. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et là, ça nous permettrait de prendre éventuellement... Ah non. On rentrerait ici pour recruter gratuitement un personnage. Ah, ça pourrait être intéressant. Notamment, j'aime bien le chasseur. Là. Alors, j'ai 3. 1, 2, 3. Donc, si j'arrive là, ça me permet de faire rentrer 3 courtisans ici. Sachant que je peux même en faire rentrer beaucoup plus. Je peux en faire rentrer 4 en réalité. Donc, si j'en fais rentrer 4... Il y en a un qui monte automatiquement, 2 qui partent. C'est pas impossible que je recrute un arnaqueur, hein, de toute façon. C'est pas impossible du tout, parce que je trouve cette carte intéressante, même si le fait de le recruter implique que je contracte une dette auprès de ce malotru-là, mais bon. Choix difficile. Donc, qu'est-ce qui me rapporte le plus de points là? De toute façon, c'est de rentrer dans le château. Eh bien, son cousin Charles permet à Rudolf de faire rentrer un certain nombre de courtisans dans le château. Donc, on va dépenser 8 points en noblesse. Donc, 8 points en noblesse, c'est 4 courtisans qui rentrent d'un coup. On a 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8. On va dépenser tout d'un coup. On va y aller. Ça va nous rapporter quand même pas mal de points.
Donc je dépense ça et je fais venir 4 courtisans ici, tout de suite. On rentre en force avec l'appui des duchés de l'Ouest. Puisque j'ai fait cette action noble, eh bien, je regarde les effets dans le château. Donc là, j'ai plus de 3, j'ai 3 courtisans ou plus, donc tout de suite, l'un d'entre eux monte à l'étage supérieur, ce qui va me permettre de recruter gratuitement un villageois. Ah, mais le chasseur également est noble. Ah, il est intéressant ce chasseur. En fait, c'est un indien, c'est un chef indien, quoi. Je pourrais défausser une carte. Est-ce que ça m'arrange de défausser une carte? Ah, pas vraiment, cela dit. C'est pas simple, hein. Ou alors je récupère... ouais, elle n'est pas très chère. Non, je crois que je vais recruter un arnaqueur, en fait, qui sont assez coûteux et assez versatiles. Donc je vais recruter ce Tristocir là, mais bon, c'est vrai que je résiste pas à la tentation de lui demander son appui pour créer des intrigues dans le château. Donc là, je ne le paye pas, hein, puisque c'est un gain lié à mon ascension dans le château. Comme je le recrute, je gagne une dette, enfin je gagne. Je dois prendre une dette supplémentaire. Ensuite, eh bien, nos courtisans se répandent dans les différentes coursives du château. Il nous reste ici un courtisan uniquement. Là, j'ai 3 courtisans, mais c'est sans effet puisque il n'y a pas de courtisans. Enfin, on n'est pas à plus de 3. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai emmagasiné 2, 3, 4, 5 points de victoire de fait dans cette opération, plus une carte qui valait cher quand même et qui est importante. Et voilà. Donc ça, c'était pour l'action de noblesse. Ensuite, je peux recruter. Malheureusement, je n'ai aucune pièce. Donc, je ne peux pas acheter quoi que ce soit. Je vais quand même révéler une carte ici. Alors, c'est l'aristocrate. Il n'y a pas de collision sur mon plateau. Donc, je vais simplement reconstituer ma main. En piochant une carte. Voilà. Et cette fois, c'est l'artisan. Alors, l'artisan, il est bien parce que quand il sort de mon plateau, il me permet de confirmer un titre de propriété, rembourser une dette. Donc, bien entendu, rembourser une dette, ça m'arrangerait puisque j'en ai quand même 3 là-bas. Quand Myriam, elle accumule les titres de propriété. Allez, Myriam ne va pas, elle, s'encombrer avec toutes ces considérations. Elle défausse une carte. On révèle une nouvelle. Tout simplement. Elle va essayer de faire une action de type religion, justement. D'abord, elle bannit. Ah bah oui. Elle voyait que je m'entendais bien avec le chasseur, donc elle le bannit, tout simplement. Donc, quand elle bannit le chasseur, ça lui revient à défausser une carte. Et quand elle défausse une carte, elle gagne, on le voit en haut à gauche, là, elle gagne un point de vertu supplémentaire. Voilà. On révèle un nouveau villageois. Ce sera le contremaître. Alors, le contremaître, c'est un confrère de celui qui a la banni en tout début de partie. Il va se déplacer de 3. 1, 2, 3, pour arriver jusqu'au nord, là, dans le village de l'architecte. Et elle veut réaliser de nouveau une action de type religion. Alors, elle peut le faire, puisque elle a 1, 2, 3, plus 1 en manuscrit, en ancré, donc
donc elle a 4 encriers. Et dans cette région, elle trouve un manuscrit intéressant. Sur la vertu, prends-en bonne note. Ce qui lui permet encore de développer sa collection et de gagner en vertu, justement. Elle en a besoin, on le sait. Voilà, c'est surtout... Alors, pourquoi blanc? Oui, c'est là. Elle n'a pas recruté lors de ce tour, elle n'a pas confirmé de titre de propriété, donc elle n'a pas de gain supplémentaire. Et son tour s'achève, je pense. Il n'y a pas de collision non plus. Donc son tour s'achève. C'est de nouveau à Rudolf. Rudolf, justement, qui sort. Rudolf qui sort, qui se retire quelques temps pour réfléchir. Et quand il se retire, soit il nous permet de détruire 2 cartes de sa main ou de sa pioche. Pourquoi pas, hein. Soit gagner 2 ressources. Bon, là, on va plutôt aller chercher des ressources. Oui, puisque potentiellement, je ferai encore une action de noblesse. Donc, je retournerai dans le château pour essayer enfin de vider un petit peu les lieux de sa présence. Ça me plairait, ça. Donc, il va prendre 2 ressources et il va prendre 2 lingots, Rudolf. Ouais. Il va jouer 2 serlations pour récupérer une subvention. Hein. Je pense qu'il a simplement expliqué qu'il voulait contrecarrer les plans de Mariam, qui est vraiment en train de prendre, de tout racheter, quoi, et de racheter toutes les terres de la région, ce qui constitue une vraie menace pour le pouvoir central. Faut pas se leurrer. C'est un vrai contre-pouvoir que la possession foncière. Et donc on va faire passer le message par la princesse qui entre au château, bien sûr, quoi plus de naturel, avec son large sourire et ses cheveux lumineux. Elle illumine ce lieu de sa présence, donc on avance d'une vertu. Et elle nous permet de nous déplacer de 2. Oui, c'est intéressant. Donc elle nous permet de nous déplacer de 2. 1, 2. On arrive, une fois encore, on talonne à chaque fois Mariam. Et on arrive ici, à l'entrée du château. Et une fois encore, on va faire une action de noblesse en dépensant 5 en noblesse, puisqu'on a 1, 2, 3 sur le plateau, plus 2 lingots. Donc ce sont 3 de nos courtisans qui arrivent. 3 de nos représentants, devrais-je dire, qui arrivent dans la région, qui entrent cette fois avec la plus grande légitimité dans les murs du pouvoir. Bien sûr, l'effet est tout de suite de voir que nous sommes très bien représentés. Donc, par conséquent, eh bien, les remerciements ne se font pas attendre et le pouvoir central nous accorde un encrier et une pierre pour faciliter nos actions à venir. De plus, nos courtisans continuent leur exploration pour influencer le pouvoir central. Et là, ce qui se passe, ce qui est intéressant, c'est que cette fois, eh bien, on se retrouve avec un cas de figure où 4 courtisans à un seul endroit. Alors ça, je vais relire parce que c'est un cas de figure qui m'arrive rarement. Je crois qu'il y a un ouvrier qui va être éjecté. Donc je retrouve cette règle. Alors, une fois que le joueur actif a terminé tous ses mouvements dans le château, il doit vérifier s'il y a plus de 3 ouvriers, quelle que soit la couleur, dans l'une des sections du premier ou du deuxième niveau. Si c'est le cas, il doit expulser un nombre d'ouvriers.
jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que 3 dans cette section. Le joueur actif décide quels ouvriers seront expulsés. Il peut même choisir ses propres ouvriers. Donc un ouvrier expulsé du château est toujours rendu à son propriétaire. Donc là on expulse un des courtisans de Mariam que l'on renvoie vers elle. À ce moment-là, le joueur concerné gagne 2 pièces. Donc là, Mariam, elle ne gagne jamais 2 pièces. Quand elle doit gagner 2 pièces, à la place, elle gagne une ressource. Or là, elle a une ressource de chaque, et dans l'ordre de préférence, elle préfère les encriers. Donc, eh bien, voilà, elle a gagné un encrier supplémentaire. Ensuite, ces informations sont rappelées sur les cartes des joueurs. Ah ouais? Ah oui, exact. Exact. On voit ça au dos des cartes de joueurs. Voilà. Quand un ouvrier est expulsé, on gagne 2 pièces. S'il était au premier étage, s'il était au deuxième étage, c'est une vertu, une ressource. Par contre, on ne peut pas être expulsé du 3e étage. Voilà. Donc c'est assez simple en fait. Alors pour le moment, on progresse vers le 3e étage et donc la domination du château, mais on n'a pas encore atteint ce stade. Toujours est-il que là, sur un seul tour, j'ai gagné 2, 3, 4 points de victoire et je lui en ai enlevé un, même s'il a récupéré 2 pièces. Ensuite, eh bien, recrutons-nous. On n'a toujours pas de pièces. Donc non. Pas de collision. Il nous reste simplement à reconstituer notre main. Donc pour l'instant, c'est l'artisan et la presse de surgage qui arrivent, accompagnés de l'abbé, voilà, pour soutenir après nos actions. Donc on pourra éventuellement bâtir et également faire des actions de type transcription de manuscrit. Ça va être intéressant. D'autant que j'ai un point de plus là en manuscrit. Donc ça, c'est précieux. On passe un nouveau tour pour Mariam. Mariam, que vas-tu nous réserver encore? Je crains toujours la moindre de ces actions. Elle est assez terrible et inventive. Alors, elle va essayer de bâtir. Donc d'abord, elle va expulser un villageois. Alors, elle veut bâtir, mais elle expulse l'architecte. Manifestement, incompatibilité d'humeur oblige. Elle a préféré se séparer de ses services. Donc ça lui fait gagner de réorganiser ses cartes, mais Mariam ne réorganise jamais ses cartes. À la place, elle va éliminer, chasser deux envahisseurs, 2 étrangers. N'ayons pas peur des mots. Et en plus, moi, ces 2 étrangers, ben, je les aurais bien accueillis. Notamment, bah oui, les 2 d'ailleurs. Les 2 m'intéressaient, hein, comme le fait exprès. Parce que l'émissaire me permettait d'enrichir ma collection par des ouvrages venus d'Orient. Et le mercenaire, on sait que voilà, ils ont des beaux ouvrages sur les mathématiques. Ça aurait intéressé Rudolf. Et le mercenaire, lui, permet de gagner des points en assurant la sécurité dans le château. Donc ça, c'est franchement super bien. Comme elle expulse ces gens, est-ce qu'elle remporte les bénéfices? Alors ça, je ne sais plus, il faut que je vérifie. Alors... Non, elle retire simplement les 2 cartes envahisseurs les plus à droite et gagne une ressource. Et donc cette fois, elle s'intéresse aux pierres, peut-être finir par bâtir sur toutes les terres qu'elle a acquises, plus ou moins nettement. L'émissaire que l'on aurait aimé accueillir et le mercenaire, eux, repartent. Quand c'est l'automa qui élimine les cartes, à ce moment-là, on fait glisser les cartes et on les remplace par des cartes piochées dans le deck. Alors, on voit qu'il y a un nouvel émissaire qui arrive. Ça m'intéresse. C'est plutôt quelqu'un qui vient de Grèce. Une femme qui vient du Péloponnèse. Et qui, pareil, nous apporte des manuscrits. Donc moi, ça m'intéresse. Par ailleurs, on a le charpentier aussi.
qui nous rapporte des points par bâtiment relié entre eux, je pense. Il faudra qu'on vérifie exactement la capacité du charpentier, mais ça doit être quelque chose comme ça. Et on peut relier n'importe quel bâtiment à n'importe quel autre, hein. C'est pas un souci. Ok, et puis bon, on a toujours la fripouille aussi qui reste là. Donc c'était son action de recrutement, hein, simplement. Enfin non, pas de recrutement d'ailleurs, de bannir un villageois. Donc c'est une missionnaire qui arrive à la place. Ensuite, elle va se déplacer de 4. 1, 2, 3, 4. Manifestement, elle veut s'éloigner de nous. Et elle veut se rapprocher de cet homme de loi. Ouais, qui ne m'inspire pas spécialement confiance. Bon, donc ça ne me gêne pas. 4, elle veut chercher à bâtir justement sur ces terres. Alors elle peut le faire, je pense. Bien que elle a 1 en bâtir, elle a que 1, elle a 2 pierres. Donc elle peut encore bâtir un atelier. Elle n'est pas dans une région où elle a déjà un bâtiment elle, donc elle ne peut pour l'instant pas bâtir de bâtiment public. Mais elle peut bâtir son dernier atelier en dépensant 3 points de bâtir, dont 2 pierres. Ce qu'elle fait. Et donc, je vais aller chercher son dernier atelier, tout à droite, qui va lui débloquer une nouvelle capacité. Et cet atelier, elle va l'implanter ici. Ce qui va lui rapporter un manuscrit supplémentaire. Peut-être un atelier de fabrication de plumes. Ou un premier atelier clandestin d'imprimerie. Allez savoir. Enfin, pas clandestin, parce que c'est Mariam, elle a pignon sur rue. Mais un premier atelier d'imprimerie, pourquoi pas. Elle n'a pas recruté, elle n'a pas confirmé de titre de propriété, donc ni de dette. Elle n'a pas remboursé de dette, donc elle n'a pas d'autre effet. Pas de collision non plus, ce qui met fin à son tour. Alors moi, ce que je vois, c'est qu'elle se demande comment elle va rentrer dans le château, hein. Je pense qu'elle va choisir la carte de la religion, instinctivement, puisqu'elle se rend compte que ça devient compliqué maintenant de duper les détenteurs du pouvoir. Le bricoleur, donc c'est notre tour, hein. Le bricoleur quitte le plateau et nous rapporte une pierre. Toujours utile, ce bricoleur. Charles et la princesse continuent de tisser des liens. Et alors, que vais-je faire? Parce que là, je peux faire appel à l'abbé pour me déplacer de 2, à la prêteuse sur gage pour me déplacer de 1, à l'artisan pour me déplacer de 3. Si je fais appel à l'artisan, c'est pour construire. Or, je pourrais bâtir, par exemple, un atelier. J'en ai pas encore. Et les ateliers ont des capacités particulières, notamment celle-ci, qui est d'augmenter ma main de 1. Et du coup, ça m'intéresse. Et ça rapporte combien de points de victoire en atelier tout seul? Un seul, je crois. Donc 2 points de victoire en atelier seul. Ou alors je fais un peu plus d'efforts et je trouve le moyen de récupérer d'autres pierres avant de me lancer dans la construction. J'ai gagné le bonus du clergé, donc j'ai 2 en... Ah non, bah ça devient intéressant. J'ai 2 en clergé, en religion, plus 3 encriers. Donc là, j'ai quand même 5 en encriers. C'est peut-être ça qu'il faut que je fasse. Et puis, faire transcrire un manuscrit, ça me permettrait, ici par exemple, de construire par là même l'atelier, de gagner un set supplémentaire, de lancer un set, de créer un nouveau set supplémentaire, donc de gagner un set de 2, c'est 4 points. Donc 4 points plus
plus l'atelier. L'atelier, c'est 2 points, sauf que ce serait mon... Oui, c'est mon premier atelier. Ah oui, c'est mon premier atelier. Mais en même temps, bâtir un atelier, ça me permettrait de m'orienter vers une de ces 2 cartes-là. Des bâtisseurs spécialisés ou généralistes. Ouais, donc c'est pas mal. Je vais aller chercher ce manuscrit. Alors, pour ça, je vais me déplacer de 2 grâce à la baie. Voilà. Donc, eh bien, simplement, 1, 2, de retour là dans le sud-est. Je fais appel à mon abbé au bonus du clergé, puisque j'ai une très bonne presse. Je dépense 2 points en manuscrit supplémentaire, ce qui m'amène à 4, en religion, pardon. Et je peux récupérer ce manuscrit. Ce manuscrit vient dans ma collection. D'ailleurs, il me débloque une capacité qui me permet, pour 3 ressources dépensées, si je le souhaite, de réorganiser mes cartes sur mon plateau au moment où je le souhaite. Je peux faire ça autant que je veux. C'est très très intéressant. D'ailleurs, cette capacité permet, lorsqu'on recrute, à la place de faire un recrutement normal, de recruter des cartes ordre du roi. Il va falloir que j'y pense à ça, parce que j'aimerais bien récupérer l'émissaire. Très très importante pour moi. Bon, revenons à nos moutons. Donc je gagne, j'ai acheté ce manuscrit. Ce manuscrit me permet, c'est un traité d'architecture, certainement, me permet de bâtir cet atelier. En plus, ce qui me plaît bien, c'est que cet atelier, je peux le bâtir dans le coin. Ouais, ça me plaît beaucoup parce que c'est un coin qui peut soit me permettre de recruter gratuitement dans le pays. Donc, je pourrais tout à fait faire appel à ce contremaître, par exemple. Ou alors, je vais chercher des pièces pour recruter l'avocat ou le bannir. Et je peux récupérer aussi une pierre. Ah ouais, c'est intéressant. Ouais, je vais faire ça. Ou là, je gagnerai en or. Non, je vais construire ici. Je vais vérifier ce point de règle où je peux construire parce que j'ai un doute en fait. Non mais c'est ça, hein. Je gagne un bâtiment en fait. Donc je le positionne ici. Je gagne 2 pièces, mais ce qui fait gagner également 2 pièces à Mariam. Alors quand elle gagne 2 pièces, Mariam, elle les convertit dans l'une des ressources qu'elle a le moins, puisqu'elles ont toutes la même valeur. Donc là, elle va prendre une pierre. Moi, j'ai pris donc mes pièces, mais je prends également une pierre, puisque j'ai posé ce bâtiment sur des fondations solides. Donc je peux économiser quelques ressources. Voilà. Et en plus, ça me débloque cette capacité. Donc ça, c'était mon action principale du tour. Je peux maintenant recruter, éventuellement. Alors, recruter, j'ai 2 pièces. Je peux recruter l'avocat. Si je le recrute, ça me permet de réorganiser mes cartes. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Donc non, je ne le recrute pas, je vais garder mes pièces. Il n'y a pas de collision. Et je peux reconstituer ma main, désormais, en piochant une carte de plus. Donc ma main est désormais constituée de 4 cartes. Ce qui est plutôt intéressant. Alors je pioche d'abord l'homme fort, et ensuite le châtelain. Alors le châtelain, bon, je suis un petit peu dubitatif à son sujet, bien sûr. Parce qu'il ne me sert pas à grand chose, mais son petit point de noblesse pourrait peut-être faire la différence bientôt. On va réfléchir à son sujet, on verra bien. Ah, pour recruter, oui, mais j'ai avec 2 pièces. Pour pouvoir recruter un ordre du roi, il faut 3 pièces. Or, je ne les ai pas. Donc, pas de regret à ce niveau-là. Voilà, alors, je me suis quand même fait quelques points de victoire dans l'histoire. 2 grâce au bâtiment. Je
crée un 7 supplémentaire, donc ça fait, je passe de 1 à 4, donc là je fais 2 plus 3, 5. Je gagne 5 points de victoire, c'est pas rien. Maintenant, est-ce que ça va suffire? Est-ce que je ne remporte pas d'ailleurs non, je ne remporte pas d'autres bonus. Bien, allez, ça met fin à mon tour. On passe à Myriam, on va voir ce qu'elle fait. Alors, c'est une carte de programmation avancée de type religion. Elle gagne 1 en vertu déjà. Et pour autant, elle bannit un villageois et c'est l'avocat. Bon, bah, on arrive aux mêmes conclusions que moi au sujet de cet homme qui n'est pas forcément un avocat très recommandable. Donc elle gagne cette icône. Quand elle gagne cette icône, eh bien on connaît, elle chasse. Eh bien, elle chasse encore l'émissaire, hein. C'est terrible. Donc elle chasse des étrangers, des visiteurs. Et gagne pour ça une ressource. Alors là, elle a le plus de d'encriers. Ensuite, c'est les pierres. Donc elle va prendre une pierre supplémentaire. Lui est banni également. Je remplace. On va voir qui arrive maintenant cette fois. C'est l'érudite. Ah, c'est marrant l'érudite. Facilite les échanges. N'est pas trop manichéenne. Elle a une façon de penser assez ouverte. Et permet de valoriser les manuscrits blancs. Alors moi j'en ai un. Pourquoi pas? Je sais pas de quel pays elle vient, cette érudite. Peut-être de la région romaine. Ah, là c'est une guerrière cette fois qui se présente aux portes de la ville. Une guerrière venue du nord, certainement du nord-est. Donc elle nous donne des points de victoire par envahisseur accueilli. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Elle va se déplacer encore de 4. Elle a décidé vraiment de courir à bride abattue dans le royaume. Elle ne veut pas me laisser l'initiative. Elle se déplace de 4 et va essayer d'exercer l'influence auprès du pouvoir religieux. Ah, tiens, évidemment. Elle va viser un manuscrit que j'espérais pouvoir récupérer. Alors elle a 1, 2, sachant que son coffre là ne lui sert pas à grand chose. Donc elle a 1, 2, 3, 4, 5. Elle n'a pas d'autres bonus, je crois. Donc elle n'a que 5. Elle ne va pas pouvoir acheter ce coffre. Donc du coup elle va essayer de rentrer dans le château. Alors en noblesse, elle n'a qu'un lingot. Elle n'a absolument pas de point de noblesse. Alors par contre, là, elle peut transformer un point de religion en point de noblesse. Donc elle a 1 en noblesse, 2. En dessous de 3, elle n'envoie pas d'émissaire dans le château. Donc elle ne fait pas cette action non plus. Par contre, elle va de nouveau acquérir un titre de propriété. À défaut, elle va revenir à ses talents de commerciale et de négociatrice pour récupérer des terres, mais également une dette. Donc là, elle est un petit peu en déficit sur cette opération. Il reste encore 3 titres de propriété disponibles. Parce que je vous rappelle que lorsqu'une de ces 2 piles est épuisée, on joue encore un tour et c'est la fin de la partie. Voilà pour Myriam, qui s'est échinée à essayer bien sûr, d'effectuer une influence plus forte à travers la religion et la noblesse, mais ça n'a pas fonctionné. Donc elle se rabat sur sa stratégie habituelle de tout acheter. Voilà, l'hégémonie foncière toujours. C'est comme l'hégémonie financière, quoi. C'est de l'usure, hein. C'est une forme d'usure. Donc on se rend compte que Myriam est une usurière foncière, puisque derrière elle va créer de la servilité avec des gens qu'elle va faire travailler sur ses terres. Rudolf voit tout ça, lui, il sait lire entre les lignes.
il a une autre conception du royaume qu'il veut emmener vers la lumière. Il n'y a pas de collision. Elle n'a pas recruté ce tour, elle n'a pas confirmé de titre de propriété, elle n'a pas remboursé de dette, donc pas d'action supplémentaire. Eh bien, c'est à Rudolf, justement, d'agir. Alors, Charles quitte la demeure de Rudolf, mais sans nous recommander à certaines personnes, enfin, sans faire venir ces gens, en fait. Sans oublier de faire venir ces gens. Donc, lorsqu'on défausse cette carte, on pioche 3 nouvelles cartes. Bon, là, c'est la voleuse qui arrive. Hein. Ça m'étonne un peu que Charles nous fasse venir la voleuse. Alors, ce que je ne sais pas... Mais non, je pense que je remélange tout. Hein. Charles y compris. Peut-être qu'il va daigner rester un peu plus parmi nous. Encore un. Donc, l'arnaqueur, ouais, en effet, il estime qu'on a besoin d'un sérieux coup de pouce. Et lui, voilà. Donc, il fait venir des gens peut-être moins recommandables, mais qui pourront nous aider. Donc, on aura beaucoup de choix. Puisqu'on a 7 cartes, en fait. Hein. C'est pas mal. Donc, ça, c'est vraiment une capacité particulière de ce personnage. Hein. Il n'y a pas d'autres héros qui proposent ça. Aucune autre carte. C'est que Charles, le petit-fils de Charlemagne. J'aime bien cet aspect de capacité très très particulière, très spécifique qu'apportent les extensions. C'est vraiment un apport intéressant. En tout cas, Charles a joué de ces relations. Et donc, on va pouvoir maintenant regarder qui on fait venir. Alors, on a pas mal de pierres, donc il faudrait penser à bâtir. D'autant que bâtir derrière peut nous permettre de faire une action de noblesse ou de religion. Hein. Donc ça peut être intéressant. Alors est-ce qu'on fait appel à un arnaqueur par exemple? J'ai oublié de révéler une nouvelle carte ici. C'est le bagarreur. Ça peut être utile hein, dans certains cas, mais c'est un criminel pourtant. C'est pas parce qu'on est bagarreur qu'on est criminel, mais lui, a priori, c'est un garçon un petit peu taiseux et teigneux. Qu'est-ce qu'on a comme choix de manuscrits? On peut aller chercher un manuscrit jaune là-bas, pas trop cher, en déplaçant de 1, 2, ça pourrait être intéressant. Sachant que là, j'ai 1, 2 en religion. Ça me permettrait éventuellement de faire rentrer l'artisan. Ou alors, est-ce que je viens bâtir, sachant que j'ai 4 plus 1 avec l'artisan, ça fait 5. Je peux bâtir un nouveau comptoir commercial. Ouais, je pourrais faire ça. Je pourrais même faire les deux coup sur coup. Donc, je vais faire entrer. Alors, le truc, c'est que je fais entrer qui? Le châtelain, non. Je vais faire entrer l'artisan. En plus, j'aimerais bénéficier de son effet là pour rembourser une dette. Donc, je vais faire rentrer l'artisan. Il me permet de me déplacer de 2. Il n'y a pas de corruption, hein, toujours pas sur mon plateau. Donc, 1, 2. On arrive dans le nord-ouest. Voilà, nos amis les Normands, qui sont très indépendants par rapport au pouvoir central. Normands, bretons. Du coup, on va effectuer une action de type transcription de manuscrit. Ici, oui, j'ai assez. Je peux faire 1, 2, plus 1, 3 avec le manuscrit. Donc, je peux acquérir ce joli manuscrit, justement,
aux enluminures dorées, ce qui va en plus me débloquer cette capacité. Et contre 2 pièges, je peux tout à fait piocher une carte supplémentaire. Par ailleurs, je garde une ressource, donc je vais prendre... Je vais prendre un manuscrit, un encrier. Voilà. Pour la suite. Ce qui fait que, eh bien, ouais, j'ai encore enrichi ma collection de manuscrits. Ça veut dire qu'en termes de points de victoire, je suis passé de 4 points de victoire pour ce set à une valeur en points de victoire qui passe à 9. Je vais également recruter l'aristocrate pour 2 pièces. Ouais, l'aristocrate que je recrute pour 2 pièces me fait progresser en vertu. Donc c'est bien aussi puisque elle provoque une collision vertu-corruption. Non, j'avais que 2 pièces de toute façon. Je ne pouvais pas recruter autre chose. Parce que j'aurais bien voulu recruter un ordre du roi, mais pour le moment, j'y arrive pas. Alors, c'est un nouveau villageois antagoniste qui apparaît. Alors voilà, qui est très différent. Qui amène en corruption, 2 en criminalité. Et qui rapporte une dette quand on la joue immédiatement. Bon, particulier comme personnage, mais ça peut être très très puissant hein, quand on la joue à un moment clé. Ou quand on la recrute à un moment clé, parce que ce sont 2 icônes criminelles qui peuvent habilement venir compléter un nombre de points intéressants, notamment pour venir envahir le château, quoi, par exemple. Ah oui, donc attention à ça. Ensuite, on va résoudre cette collision. Alors, en ce qui nous concerne, ça nous rapporte 2 pièces. Un titre de propriété à confirmer toujours. Mais voilà, on nous promet des terres. Mais on nous sollicite également. Donc, c'est une nouvelle dette pour nous. Donc ça, c'est pas génial, mais bon, c'est un peu lissé par le titre de propriété. On perd qu'un point sur cette action-là. Et on va pouvoir réorganiser les cartes chez Mariam. Mais Mariam, quand elle réorganise les cartes, vous savez ce qui se passe. Hein. C'est qu'elle chasse des visiteurs sans même chercher à les connaître. Elle est assez jalouse de ces terrains, Mariam, on le voit. Elle ne veut pas partager avec les nouveaux arrivants. Et oui, ça fait penser à certaines actualités qui me navrent à chaque fois. Mais pour autant, eh bien, l'homme étant ce qu'il est, eh bien, il y a toujours de nouveaux visiteurs qui arrivent, de nouveaux étrangers qui viennent pour découvrir le monde. Et donc là, c'est un chasseur. J'aime bien ce personnage. Il permet notamment, alors ça c'est intéressant quand on joue contre l'IA, parce qu'il permet de valoriser ses éventuelles ressources qu'on aurait conservées en fin de partie. Alors ça j'aime bien parce que l'IA valorise systématiquement ses ressources en fin de partie alors que nous on les perd quand on les a pas très bien gérées. Et ça peut être pas mal. Alors on parle bien des ressources mais pas des pièces. Hein. Alors si on le chasse par contre, eh bien on récupère ce que lui a gagné et c'est 4 pièces qui nous reviennent. Voilà. Ensuite la fripouille. Ok. Fripouille, mais bon, qui est débrouillarde, voilà, qui permet de construire. Et j'aime bien, hein, parce qu'elle permet de rembourser une dette éventuellement. J'aime bien ce perso, ouais, c'est intéressant. C'est une fripouille, mais c'est sûr qu'elle est, voilà, elle utilise peut-être des moyens assez peu conventionnels pour arriver à nos fins. Mais elle est loyale avec nous-mêmes. On peut quand même en tirer un bon parti. Donc j'aime bien cette carte. Voilà, et puis oui, j'ai oublié quand même, elle gagne une ressource supplémentaire. Donc là, c'est un lingot. De toute façon, ça ne m'étonne pas. Elle veut rentrer dans le château. Hein. Elle va pas rester là. Et donc, ce qui met fin à notre collision. Donc, je remets
les deux jetons sur leur position initiale. On ne va pas piocher puisqu'il nous reste encore beaucoup de cartes. Alors, je suis en train de me rendre compte d'ailleurs que cet effet de Charles est un peu ambivalent parce qu'on a beaucoup de cartes en main, mais après, bah, ça nous bloque un peu. Même si ça nous permet d'élaborer une stratégie peut-être plus approfondie, ça peut quand même nous bloquer un petit peu. Donc c'est la fin de notre tour, on passe à Myriam, on va voir ce qu'elle va faire. Je pense qu'elle va essayer d'aller dans le château, puisqu'on voit qu'elle a utilisé pas mal de cartes autres que des cartes avec l'action de noblesse. Alors voyons ce qu'elle nous réserve cette fois. Et voilà. C'est une action de type noblesse, elle va forcément essayer de chasser un villageois. Encore le contremaître, décidément, elle l'a dans le pif, lui. Je sais pas ce qu'il lui a fait. Mais elle l'a dans le pif, c'est sûr. Donc ça lui permet de réorganiser ses cartes, donc de gagner. Elle va chasser de nouveau deux envahisseurs. Elle va récupérer encore une ressource, donc elle est à 3 encriers, donc elle va s'intéresser aux pierres du coup. Donc elle passe à 3 pierres. Voilà. Puisqu'elle a chassé ces visiteurs-là, on en révèle de nouveau. C'est un garde, deux gardes, mais 2 gardes de différents pays qui arrivent. Ah ouais, d'accord. Qui peuvent permettre de valoriser les constructions. Bah oui, on garde bien les bâtiments. Moi, celui-là m'intéresse puisque je suis bientôt capable de bâtir mon troisième. Ah oui, c'est 4. Ah, ce serait génial que je récupère ce personnage. Il me faut absolument un ordre du roi pour que je puisse accueillir cet étranger-là. Absolument. Ensuite, elle va se déplacer de 2. Comme on voit là-bas sur sa carte. 1, 2. Bizarrement, elle se rapproche de l'antagoniste. Et je vous donne en mille, elle fait une action de religion. Non, de noblesse. Donc elle a en noblesse... alors, elle a en noblesse 1, 2, 3. Donc elle peut essayer de faire entrer ses courtisans. C'est ce qu'il va faire. 1, 2, 3, ouais, c'est ça. Elle dépense ses lingots. Et avec 3 points de noblesse, elle peut faire entrer 2 courtisans dans le château. Et comme elle les fait rentrer à cet endroit-là, eh bien, elle va avancer quand même, elle va commencer à se faire entendre. Et donc, elle progresse, elle gagne 2 en vertu. Alors ça ne nous arrange pas parce que 1, 2 en vertu, elle va engager une collision. Ces autres courtisans se répandent dans le château, évidemment, ce qui évite qu'elle puisse menacer notre présence. Par contre, ça va menacer quand même la fin de partie, puisque eh bien, cette collision va engendrer pour elle le gain de 3 nouveaux types de propriétés. Donc elle épuise totalement la pioche de 12 qu'on constitue pour une partie à 2 joueurs. Comme elle l'a épuisé, elle prend dans la réserve du dessous les 3 types de propriétés qui lui sont dues. Elle gagne de nouveau 3 points de victoire. C'est gênant. Je vais essayer de faire une place parce qu'elle en a tellement qu'elle ne sait plus où les ranger. Voilà. Et 3 points de vie. Ouais, 3 types de propriétés. Et puis, dans le cas où j'aurais un criminel dans mes rangs, eh bien, elle m'obligerait à prendre une dette, mais ce n'est pas le cas. Donc, elle a quand même gagné 3,
plus 2, ça fait 5, et de 7 points de victoire, mine de rien. Et en plus, elle déclenche la fin de partie. Ce qui signifie que là, il reste un tour à jouer, et puis on comptabilisera. Donc c'est mon dernier tour de jeu. Que vais-je faire? J'ai des pierres. Donc déjà, la princesse va retourner chez elle. Elle n'a plus d'utilité. Je pense qu'on va jouer... Alors attention. Oui, on va plutôt jouer l'arnaqueur. Ouais, on va jouer l'arnaqueur. Ici. Jouer l'arnaqueur... Ah ouais, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Non. Non, non, on va pas jouer l'arnaqueur. On va jouer l'homme fort. Bah oui, mieux. Donc on va jouer l'homme fort. L'homme fort qui, quand il est présent, nous permet de dépenser 2 en commerce pour gagner 1 point de bâtir supplémentaire. Or là, on a 2 en commerce qui vont pouvoir être convertis en bâtir. Donc là, j'ai 1 en bâtir, 2 en bâtir, 3, 4, 5, 6 en tout en bâtir, ce qui n'est pas mal. Donc j'ai 6 en bâtir. Avec 6 en bâtir, j'ai le choix. Soit je construis une maison, un comptoir de commerce pour 5, soit un atelier. Je vais plutôt construire, alors je suis où? Ah oui, il faut que je me déplace de 2 d'abord. Il faut que je me déplace de 2 pour commencer. Est-ce que je vais pouvoir bâtir? Ouais, je vais faire 1, 2 ici. Tout à fait. Je vais pouvoir construire dans cette région. Oui. Et je vais pouvoir construire... Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Donc de toute façon, je vais bâtir un bâtiment. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je vais construire mon dernier comptoir de commerce que je vais positionner. Je vais le positionner là, ce qui fait que je prends 1 en crier et je gagne 1 en vertu. Voilà, donc ça ne va pas être d'une grande utilité. En revanche, comme j'ai construit mes 3 bâtiments du même type, je peux gagner. Alors je gagne pas la meilleure des. Je gagne pas la meilleure des cartes, mais je gagne 2 points supplémentaires, en plus des points que m'accordent les titres les bâtiments. Donc je passe de 9 pour 2 bâtiments à 15 pour 3, plus 2, donc 17. Donc ça devient un peu plus intéressant. Voilà, je suis bâtisseur spécialisé, a priori. Je peux recruter. Alors, est-ce que je recrute? Je suis là. Hein. Est-ce que je recrute la missionnaire? Ça ne me sert pas vraiment à ce stade. Donc je ne vais pas la recruter. Est-ce qu'il y a une collision? Non. Je peux reconstituer ma main, mais elle est déjà bien riche. Donc mon tour s'arrête ici et c'était mon dernier tour. On va voir maintenant l'ultime action de Mariam et eh bien, ce sera la fin de la partie. Alors, attention, que va-t-elle nous faire sur cette dernière action? Alors, c'est une carte de base déjà, et c'est un criminel. Donc, comme c'est une criminelle, elle va avancer de 1 en corruption. Elle va recruter. C'est un peu tardif, mais quand elle recrute, elle gagne 1 en vertu. Ok. Ensuite, elle va avancer de 1.
Donc elle va venir à ma rencontre. Tiens, comme par hasard. Je pense qu'elle veut qu'on ait une explication. Là, ça tombe bien, hein, c'est la fin de partie. On va voir qui va chasser qui. Et elle va effectuer son action de base, à savoir recruter encore. Donc gagner 1 en vertu. Et elle va également confirmer un titre de propriété ou rembourser une dette. Elle va confirmer un titre de propriété. Je lui rapporte 2 points de victoire encore. Elle n'a pas cumulé énormément de points de victoire sur ce tour. Par contre, elle provoque une collision entre nous. Et cette collision entre nous nous permet de réorganiser nos cartes. Alors moi, à ce stade, ça n'a aucun sens que je réorganise ces cartes. Par contre, elle, bah, ça a du sens puisque elle va transformer ça en action qui vont lui permettre de chasser ces deux étrangers, encore une fois. Donc vraiment, elle en a fait son leitmotiv, hein, de chasser les visiteurs. Pour la forme, je révèle 2 nouvelles cartes et pour profiter des illustrations que j'aime toujours autant, protectrice et champion. Et j'aurais aimé pouvoir recruter cette carte, mais malheureusement je n'ai pas ce qu'il faut et je n'ai plus de tour de jeu. Donc elle transforme ça. Elle a chassé les envahisseurs, puis elle prend de nouveau une ressource. Donc là, elle va prendre un lingot d'or, histoire de varier les plaisirs. Elle n'a pas confirmé de titre de propriété, si. Elle a confirmé un titre de propriété, donc elle prend un autre lingot d'or, puisque c'est ce dont elle dispose le moins. Et elle n'a pas remboursé de dette, donc il n'y a pas d'autres actions supplémentaires. Et c'est la fin de son tour. Oui, tout à fait. Donc, eh bien, on va passer cette fois au décompte final et voir si enfin on a réussi à supplanter Myriam dans ses intentions ou si elle nous a piétiné comme elle le souhaitait, hein, parce que c'est vraiment ça qu'elle veut, c'est avoir pleine possession des terres pour pouvoir décider de qui sera présent quasiment de vie ou de mort finalement sur les personnes, sur les villageois et sur les héros présents, les fonctionnaires, les nobles, les ecclésiastes, les civils, les manuels, les intellectuels, enfin tout ce monde-là. On va faire le compte tout de suite. C'est parti. Voilà, on en arrive maintenant au calcul du score. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une feuille et j'ai récapitulé tous les éléments de scoring provenant à la fois du jeu de base, de l'extension Gardien des Clés et de Porte Dorée, sans oublier les ressources à comptabiliser en fin de partie pour l'IA. Donc on va regarder chaque composante pour Myriam et pour Rudolf. On commence donc par les bâtiments construits pour Myriam. Alors Myriam, elle a construit 3 ateliers, ce qui lui vaut un score de 9 points au total. Notez. Voilà. Du côté de Rodolphe, il a bâti 2 comptoirs de commerce, ce qui lui rapporte 9 points, ainsi que un atelier. Donc 9 plus 2, ça fait 11. Voilà. Pour l'instant, on est en tête. Ensuite, les ouvriers au château. Alors, les ouvriers au château, les ouvriers présents sur le premier niveau valent 1 point, deuxième niveau 2 points, troisième niveau 3 points. Myriam a 2 ouvriers sur le premier niveau, enfin 2 courtisans sur le premier niveau, donc 2 points, plus 2 pour cet ouvrier-là. Donc elle a 4 points pour ses courtisans au château. Rudolf, lui, a fait rentrer plus de monde, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, plus 2, 7, plus 2, 9.
Après, ce ne sont quand même pas des gros scores. Les manuscrits transcrits. Alors, les manuscrits transcrits, on va compter d'abord le nombre de 7. Donc, on voit pour Mariam, elle a 2 7. Un 7 de 3, un 7 de 1. Alors, les 7 de 3 rapportent. Les 7 de 3 manuscrits différents rapportent 9 points. Elle en a un que je vais noter ici. Et elle a également un 7 de 1 manuscrit qui rapporte 1 point. Donc ça lui donne 10 points. De notre côté, du côté de Rodolphe, on a on a 3 7, le premier de 3 et 2 7 de 1. Donc le premier 7 de 3 nous rapporte de la même manière 9 points. 3 manuscrits indifférents. Et puis les autres nous rapportent 1 point. Donc on est à 11. Voilà pour les manuscrits. Alors là, il s'agit des sets de manuscrits différents. On a également les bonus apportés par les manuscrits en tant que tels. Alors nous, on a un manuscrit qui nous rapporte des points de victoire en fin de partie et qui est celui-ci, et dont je vais vérifier tout de suite la signification parce que je ne m'en souviens plus. Donc j'ai quelques doutes concernant l'interprétation de ce manuscrit et de ses bonus. Je ne sais pas si c'est un point de victoire par paire de manuscrits noirs ou un point de victoire par manuscrit noir. Donc moi je vais compter le plus restrictif, donc un point de victoire pour 2 manuscrits noirs, donc je me compte un point supplémentaire. Donc de 11 je passe à 12. Et c'est les seuls bonus que j'ai au niveau des manuscrits. Quant à Mariam, elle n'a pas de bonus spécifique apporté par les manuscrits. On peut ainsi continuer. Alors, on arrive maintenant aux cartes maître du château ou bonus du clergé. Alors, maître du château, personne ne l'a pris. Elle est toujours là. Bonus clergé, j'ai pris une carte pour les manuscrits noirs, donc je prends 3 points. Voilà, 3 points. Alors que Mariam prend 0. Dette non payée. Alors moi j'ai 2, 4, 6, 8 points en dette non payée. Je suis à moins 8. Alors que Mariam, elle, est à moins 6. Elle a un peu moins de dettes non payées que moi. Ensuite, on a les actes de propriété acquis. Donc celles qui valent 1 point. Alors j'en ai 2. Alors que Mariam en a toute une flopée. Donc elle en a, je vais compter. On va prendre tout ce qu'elle a. On va compter ensemble. Non. Acte de propriété acquis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc elle a 9 points de victoire grâce à ça. Alors que moi j'en ai 2 uniquement. Ensuite on passe aux actes de propriété approuvés. Alors oui, moi je dis confirmé, mais c'est le terme dans le jeu, c'est approuvé. Mariam en a 4. Donc 4 x 3, 12, alors que moi j'en ai 0. Donc là encore, elle me met une longueur d'avance dans ce secteur-là. Ensuite, on va regarder si la carte pauvreté ou prospérité est retournée. Là, c'est la carte prospérité qui est retournée. Et la particularité de cette carte, alors c'est prospérité ou pauvreté, je ne sais jamais. Non, c'est bien la carte prospérité. La particularité de cette carte prospérité, c'est qu'elle permet aux joueurs qui ont d'être remboursés de gagner des points de victoire. Donc le premier gagnera 12, la valeur du milieu étant ignorée, le deuxième gagnera 4. En l'occurrence, eh bien j'ai une petite dette de plus remboursée par rapport à Mariam, donc je prends les 12 points.
ça tient pas à grand chose. Donc carte prospérité, voilà, c'est ça. Ici, non, c'est 12 pour moi. Alors que Mariam, elle, va récupérer eh bien, 4 points, puisqu'elle n'a qu'une carte d'être remboursée. Et oui, elle n'a pas tellement contribué à la prospérité de ce point de vue-là. La carte pauvreté n'a pas été révélée, donc on ne va pas la comptabiliser. Donc c'est 0 et 0. Et on a terminé pour le jeu de base. Ensuite, les points apportés par l'extension gardien des clés proviennent des bâtiments publics construits, il n'y en a aucun. Donc là, c'est un 0 point pour Mariam et 0 pour moi. Ensuite, il y a les coffres. Mariam a ouvert un coffre et moi également. Donc on gagne chacun, alors je crois que c'est 1, simplement, hein. Ouais, ça doit être 1 point. De toute façon, vu que c'est équivalent, en fin de partie, ah non, l'IA marque 2, donc c'est 2 pour un coffre ouvert. 2, alors que moi, calcul des scores, ouais, c'est 2 aussi. Non, bah, c'est 2 en fait pour un coffre ouvert et non pas 1. Donc on marque le même nombre de points. Bon, je le fais par souci du détail, mais quoi qu'il en soit, ça change pas grand chose. Ensuite, on passe aux points apportés par l'extension Porte Dorée. Donc, il s'agit de regarder les cartes bâtisseurs. Alors, les cartes bâtisseurs, moi, j'ai récupéré la carte bâtisseur spécialisée qui me rapporte 2 points. Alors que Mariam n'a pas du tout été dans ce sens-là. Et enfin, on regarde les points apportés par les envahisseurs. Alors, Mariam, elle n'en a pas, parce qu'elle ne va pas chercher les cartes envahisseurs. Et nous, eh bien, on regarde dans notre pioche, dans notre deck, si les cartes envahisseurs et figures et s'ils ont des points. Il me semblait que j'avais une carte envahisseur, non? Et non, j'ai pas eu le temps de recruter d'envahisseur. Ouais, non, j'ai recruté des héros, mais pas d'envahisseur. Donc bah, là encore, nous n'avons pas de points ni l'un ni l'autre. Ok. Enfin, ressources fin de partie. Alors, moi, j'en ai, mais ils ne sont pas comptabilisés. Par contre, Mariam a 2 lingots, 3 pierres, donc 5, et 3 manuscrits. Donc, elle récupère 8 points par ce biais-là. Et moi, 0. Voilà, on n'a plus qu'à faire le compte. Donc, pour Mariam, on a dans les PV rapportés dans le cadre du jeu de base, 9 et 4, 13 et 10, 23 et 0, 23, moins 6, 17, plus 9, 28, 28 et 12, 40, et 4, 44. Voilà. Ça, c'est pour les points remportés dans le cadre du jeu de base. Elle a 2 de plus rapportés par les coffres de gardien des clés. 0 apporté par les portes dorées et 8 pour les ressources. Donc, en finale, on est à 44 et 2, 46 et 8, 54 points. Au total pour Mariam. Pour Rudolf, on est à 11 et 9, 20 et 12, 32 et 3, 35, moins 8, 27 et 2, 29 et 2, 31, 41 et 2, 43 et 2, 45. Honnêtement, bon, je perds. J'ai eu l'impression pourtant de bien me comporter, de cumuler pas mal de points, mais j'aurais certainement pu récupérer davantage de points en faisant d'autres choix, et notamment en allant recruter des cartes
ordre du roi, ce que je n'ai pas fait au moment où je gagnais des recrutements notamment. Mais on verra ça en conclusion. Voilà. Je vous retrouve pour la conclusion justement. Alors, Vicomte, gardien des clés, porte dorée conjuguée, ça donne quoi? Eh ben, ça donne un jeu qui est assez proche dans le concept du jeu de base. C'est-à-dire que le fonctionnement n'est pas bouleversé, ni alourdi, comme on le voit parfois dans certains jeux où les extensions ramènent, c'est vrai, des couches de mécanique, mais du coup des couches de gameplay qui font que le tour enfle comme ça jusqu'à quasiment l'explosion. Là, c'est pas le cas, ça n'alourdit pas du tout le gameplay. Par contre, ça va favoriser une diversification des possibilités, un apport de nouvelles mécaniques qui favorise davantage les combinaisons, je trouve. On a des leviers pour créer des combinaisons qu'on n'avait pas forcément avec le jeu de base, notamment par l'aspect hybride de nombreuses cartes, que ce soit des cartes héros ou fonctionnaires, comme on veut, et des cartes envahisseurs. Moi, j'aime beaucoup les cartes envahisseurs et j'ai pas assez joué avec là dans cette partie. J'aime bien aussi les fonctionnaires qui amènent d'autres pouvoirs. Voilà, encore une diversité dans les possibilités qui nous sont offertes. Donc pour moi, voilà, ce sont des extensions qui ne sont pas indispensables du tout, évidemment. Par contre, pour qui aime le jeu Vicomte des Royaumes de l'Ouest, c'est un plus, c'est un réel plus, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de jouer sans une fois qu'on a découvert les extensions. Donc moi, je sais que ce sera le cas. J'adore le principe des envahisseurs, par exemple. J'adore pouvoir regarder qui arrive aux portes de la ville et devoir choisir entre les chasser ou les accueillir. Je trouve ça assez génial. Le fait que leur scoring, le scoring qu'ils proposent puisse démultiplier en fait la valeur de nos actions, je trouve ça assez génial, même si j'ai pas réussi à le mettre en place, puisqu'à un moment je voulais recruter soit le mercenaire, soit l'émissaire, et que l'IA les a joyeusement éconduits sans que je puisse rien faire. Voilà, c'est ça, il y avait un émissaire. Ouais, non, j'aime vraiment beaucoup les cartes envahisseurs. Voilà, donc moi je jouerais plus en, c'est certain. Je trouve que ça amène beaucoup au jeu sans alourdir. Bon, je vous parle même pas de l'aspect matériel des nouveaux plateaux rigides là, qui sont quand même plus confortables en termes d'utilisation que les fiches cartonnées. J'aime bien aussi les plateaux manuscrits, même si je n'ai pas du tout utilisé les actions là. C'est peut-être un tort, parce que ce sont des actions assez fortes et qu'on peut réaliser autant de fois qu'on veut à condition de pouvoir les payer à chaque tour. Donc voilà, on peut notamment, en phase de recrutement, recruter un ordre du roi à condition de pouvoir les payer 3 pièces. On peut également effectuer un recrutement pour une carte ordre du roi gratuitement, sans avoir à payer le coût si on gagne un recrutement gratuit. D'ailleurs, je suis en train de penser, dans cette partie, j'ai gagné plusieurs fois des recrutements gratuits sans avoir pensé à aller chercher une carte ordre du roi, ce que j'aurais sûrement dû faire pour améliorer mon score. À mon avis, ce sont des choix que je n'ai pas faits et qui ont été déterminants, puisque au bout du bout, quand on recrute des villageois un petit peu standards, eh bien, on ne prend pas de points de victoire, alors qu'il suffit de récupérer 1 ou 2 envahisseurs qui nous permettent de scorer. Et à ce moment-là, notre score final, lui, s'envoie agrémenter et la victoire se rapproche, quoi. Ça, c'est vrai que je ne l'ai pas fait. Il faudra que je fasse attention. Ça fait plusieurs fois que je me le dis et plusieurs fois que cet aspect-là m'échappe un peu. Ah bon, après, il y a évidemment les nouveaux personnages joueurs ou les nouvelles cartes héros qui sont super. Enfin bon, vraiment, moi, je ne saurais que conseiller à ceux qui aiment le jeu Vicomte de se procurer ces 2 extensions. Je crois qu'elles coûtent entre 22 et 24 € pièce. Donc bon, ça fait un jeu qui, au global, va coûter dans les 90 €, je pense, si on prend la totale, 80-90 €. Mais c'est un jeu voilà, qui procure des heures et des heures de plaisir.
et qui a aussi le réel avantage de proposer des parties chaque fois différentes, et vraiment différentes. Hein. Voilà, cette configuration-là, que je sois rentré dans le château, que j'ai pris des manuscrits, que j'ai pu récupérer quand même quelques... Ouais, en même temps, pas tant que ça, quelques titres, que j'ai récupéré quelques cartes. Voilà, je suis sur une approche assez globale des points de victoire. C'est quelque chose que je fais assez rarement. D'habitude, je me focalise plus. Voilà, et on voit aussi la spécialisation de l'IA. Bon, après, ça a ses limites, certainement. Je pense que quand on a bien appréhendé le fonctionnement de l'IA, c'est vrai que certains d'entre vous m'ont dit leur mettre des pâtés quasiment à chaque partie. Moi, c'est pas mon cas. J'avoue que voilà, je tâtonne encore sur certains aspects. Après, j'ai pas encore assez joué pour vraiment les dominer à chaque fois. Mais en tout cas, ce jeu est toujours une invitation à revenir, à retenter sa chance, à essayer de battre son score ou l'adversaire. En multi, il est super. Donc là, voilà, je réaffirme mon affection pour ce jeu de Shem Phillips, qui est pour moi l'un des meilleurs jeux de ces 10 dernières années. Ça, c'est certain. Voilà, bah écoutez, je vais conclure là-dessus. Je vais vous dire à très bientôt pour de nouvelles parties et de nouveaux jeux sur Elric Studio Jeux de plateau. Vous savez que j'en ai fait rentrer pas mal et que là, j'essaye de reprendre un rythme de vidéo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis hyper motivé, hyper partant pour de nouvelles aventures. Donc, dans cette perspective, je vous dis à très bientôt. En attendant, portez-vous bien, amusez-vous bien. Pour ceux qui ont la chance de partir en vacances, passez d'excellentes vacances. Profitez de chaque instant pour faire le plein de bonheur. Et puis, amusez-vous, voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. En attendant, salut!